Après la chute de Napoléon, l'Europe entre dans une période de 33 ans de tiraillement, mais un tiraillement intense. D'un côté, on a des rois qui sont absolument déterminés à remonter le temps, à revenir en arrière, et de l'autre, on a ce vent de liberté qui refuse tout simplement de s'éteindre. C'est un véritable bras de fer, la restauration contre la révolution. C'est ce qu'on va décrypter ensemble. La question est donc simple. Comment cette fameuse étincelle révolutionnaire a-t-elle bien pu survivre ? Comment est-ce qu'elle a réussi à se propager alors que, soyons clairs, tous les pouvoirs en place ne voulaient qu'une chose, l'étouffer. C'est une vraie bataille qui s'engage pour l'âme de l'Europe. Allez, on commence en 1815. Napoléon est vaincu, c'est la fin du jeu pour lui. Les grandes puissances se réunissent, avec un objectif, mais alors un objectif limpide, faire comme si la Révolution française n'avait jamais existé. Ok, on est donc à Vienne. Le grand organisateur, c'est l'Autrichien Metternich. Il réunit tous les vainqueurs de Napoléon. Et leur projet, c'est quoi? C'est de redessiner la carte de l'Europe, comme si la Révolution n'avait été qu'un mauvais rêve. On efface tout et on remet les anciens rois sur leur trône. C'est le cas, par exemple, de Louis XVIII en France. C'est un peu un retour vers le futur, mais du passé. Et attention, pour être sûr que cet ordre soit bien maintenu, il ne se contente pas de belles paroles. Non. Il crée 2 alliances militaires très puissantes. Leur mission est explicite, intervenir et écraser dans l'œuf toute tentative de révolution, peu importe où elle éclate en Europe. C'est en quelque sorte l'assurance vie des monarchies. Regardons d'un peu plus près la situation en France, parce qu'elle est vraiment explosive. Le nouveau roi, Louis XVIII, accorde ce qu'on appelle une charte. D'un côté, elle garantit des libertés héritées de la Révolution, comme la liberté de la presse. Mais de l'autre, elle rappelle que le roi est le seul et unique maître à bord. On a là une véritable bombe à retardement constitutionnel. Cet ordre restauré, si soigneusement bâti, il ne va pas tarder à être mis à l'épreuve. Et la première grande fissure, elle apparaît dans un coin un peu inattendu de l'Europe. Et cette première fissure, elle apparaît en Grèce. En 1821, après des siècles et des siècles de domination ottomane, les Grecs se soulèvent. Leur combat est double, en fait. Ils se battent pour leur nation, bien sûr, mais aussi au nom de la liberté. Et cet idéal, il résonne partout en Europe. Du coup, leur cause va littéralement enflammer l'imagination de l'Europe entière. Un mouvement se crée, le philhellénisme. Partout, des citoyens, des intellectuels, des artistes se mobilisent pour soutenir les Grecs. La pression sur les gouvernements, qui au départ voulaient rester neutres, devient absolument immense. Le combat est long, il est brutal. Ça commence en 1821. Puis il y a un événement clé, le massacre de Chios en 1822, qui va profondément choquer l'Europe et forcer les puissances à s'impliquer. Et finalement, après presque 10 ans de guerre, la Grèce devient une nation indépendante en 1830. C'est la toute première grande victoire contre l'ordre de Vienne. Et c'est là que l'art entre en scène. Le mouvement romantique qui vibre pour les émotions, pour la liberté, va faire de la cause grecque son combat. Des artistes comme Delacroix ou des poètes comme Lord Byron vont faire beaucoup plus que n'importe quel discours politique. Ils vont montrer la souffrance des Grecs. Et ça va faire basculer l'opinion publique. 50 000, c'est le nombre de Grecs vendus comme esclaves juste après le massacre de Chios. Ce chiffre, qui est relayé par les artistes dans toute l'Europe, va rendre le silence des gouvernements tout simplement insoutenable. La victoire grecque a montré une chose, que c'était possible. L'étincelle va donc maintenant se propager. On avance jusqu'en 1830, où une nouvelle vague révolutionnaire, bien plus large cette fois, va secouer tout le continent. Et tout repart de Paris. Le roi de l'époque, Charles X, veut revenir à un pouvoir absolu. Le 26 juillet, il publie des ordonnances qui limitent la liberté de la presse. C'est l'étincelle. Dès le lendemain, les journalistes protestent, les Parisiens se soulèvent et en appellent 3 jours, le roi est forcé d'abdiquer. On appelle ça les 3 glorieuses. L'effet est électrique. La nouvelle de la chute du roi de France se répand comme une traînée de poudre. Des soulèvements éclatent quasi immédiatement en Belgique, en Pologne, dans les États italiens, les États allemands. Chaque peuple y voit l'occasion de réclamer ses propres libertés. Mais le point crucial, c'est que les résultats sont mitigés. C'est un succès en France, où on installe un roi plus libéral, Louis-Philippe. C'est une victoire totale en Belgique, qui gagne son indépendance. Mais partout ailleurs, c'est l'échec. Les révoltes en Pologne et en Italie sont écrasées dans le sang par les empires russes et autrichiens. Le fameux pendule oscille. La répression a calmé le jeu pendant un certain temps, mais les idées, elles, sont toujours là. Et en 1848, elles vont exploser avec une force qu'on n'avait encore jamais vue. C'est la plus grande vague révolutionnaire que le continent ait connue. Et une fois de plus, tout commence où? À Paris,
En février 1848, le peuple se soulève à nouveau. Mais cette fois, il ne se contente pas de changer de roi. Il le renverse et proclame la Deuxième République. Le suffrage universel masculin est instauré. C'est un véritable séisme politique. C'est le fameux Printemps des peuples. En l'espace de quelques semaines, la révolution s'étend à Vienne, à Berlin, à Rome, à Budapest. Partout, les peuples descendent dans la rue pour réclamer des constitutions, des libertés et la fin de cet ordre ancien. L'empire autrichien de Metternich, le symbole même de la Restauration, semble sur le point de s'effondrer. Mais le rêve va être de courte durée. Dès l'été, les monarques se réorganisent et contre-attaquent violemment. Leurs armées écrasent les révoltes dans le sang, de Vienne jusqu'à Budapest. Le printemps des peuples se termine par un bain de sang. Alors, au final, quel bilan tirer de ces 33 années de lutte acharnée? Qui a vraiment gagné? À court terme, la conclusion des sources est sans appel. Les mouvements de 1830 et 1848 sont des échecs. L'ordre monarchique, même s'il a été bien secoué, a tenu bon. Les rois et les empereurs sont toujours sur leur trône. La Restauration semble avoir remporté la partie. Et pourtant, si ces révolutions étaient de vrais échecs, comment expliquer que les idées de nation, de constitution et de liberté aient continué à dominer toute la politique européenne pendant le reste du XIXe siècle? Peut-être bien que l'échec n'était qu'apparent et que ces soulèvements, même vaincus, ont en fait planté des graines qui, elles, ne pouvaient plus être arrachées.